Bonjour à tous, voilà, je suis ravie de vous présenter des cours d'histoire en vidéo. Je pense que ce sera beaucoup plus sympathique que recopier des leçons dans votre cahier. C'est quand même beaucoup moins amusant, moins drôle. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Et c'est voilà une surprise que j'ai préparée. Je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice. Ce sont vraiment des vidéos amatrices. Voilà, c'est pas très construit, j'ai pas vraiment les outils qu'il faut pour faire des super vidéos, voilà. Mais on va faire avec les moyens du bord. Alors pour suivre ce cours, vous avez en pièce jointe une fiche de documents et chaque document est numéroté. Et au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter, je vous dirai reportez-vous au document numéro 1, 2, etc. Et il faudra donc suivre. Il y aura plusieurs vidéos, puisqu'en fait, je vais essayer de raccourcir celle-ci pour éviter un grand film. Vous pouvez cliquer, mettre sur pause, reprendre, etc. Vous avez tout le temps pour étudier tout ça pour la semaine. Donc cette semaine, nous allons travailler sur les Capétiens. Alors les Capétiens, c'est une dynastie de rois de France, la troisième dynastie. On a commencé avec les Mérovingiens, ensuite on a vu les Carolingiens, avec Charlemagne. Et donc là, aujourd'hui, nous allons travailler sur les Capétiens. Alors, si vous vous reportez au document numéro 0, c'est une frise chronologique. Vous voyez donc la préhistoire, ce que nous avons étudié en début d'année, ensuite l'Antiquité. À partir de 476, la chute de l'Empire romain, nous sommes rentrés dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge se termine en 1492. Et aujourd'hui, donc, nous étudions les Capétiens qui ont régné sur la France de 987 à 1328. Alors, les Capétiens ont en réalité continué à régner sur la France jusqu'en 1848, mais ce ne sont plus des Capétiens directs. J'expliquerai ça plus tard. Donc là, les Capétiens qu'on dit directs ont régné donc de 987 à 1328, donc vraiment au cœur du Moyen-Âge. Alors, on va reprendre le cours précédent, qui ne devait peut-être pas être très clair, mais enfin c'est bien de revoir ce cours. Donc nous avons étudié la société féodale avec un document, le document numéro 1, qui s'intitule une seigneurie. Donc vous avez le château du seigneur, et ensuite le village dépendant de ce château, de ce seigneur, avec une église, le village, le moulin, le four, le pressoir, ce sont ça appartient, ce sont des propriétés du seigneur. Les paysans doivent une redevance, une taxe au seigneur pour utiliser le four, qui était comme très utile notamment pour cuire le pain, le moulin, le pressoir, c'était donc pour presser les grappes de raisin pour ensuite avoir du vin, et la forêt seigneuriale, c'est-à-dire que c'est là que le seigneur chassait, et les paysans n'avaient pas le droit, sauf autorisation, de chasser eux-mêmes le gibier, donc les lapins, les choses comme ça, pour manger, ou de ramasser des fruits, cueillir des fruits, pêcher des poissons s'il y avait des rivières, etc. Il fallait l'autorisation du seigneur. Et donc les paysans travaillaient pour le seigneur, mais en retour, le seigneur leur devait protection. En cas de guerre, tous les paysans se réfugiaient dans le château fort. Ça, c'est important. Alors, les seigneurs sont différents selon la taille de leur seigneurie. Un seigneur peut avoir juste un château et un village, et il y a des seigneurs beaucoup plus puissants qui, eux, ont un territoire qui correspondrait aujourd'hui à la taille d'une moitié de département, voire d'une région, voire de plusieurs régions françaises d'aujourd'hui. Donc, les seigneurs sont en système pyramidal. En haut, il y a ce qu'on appelle le suzerain, et le suzerain commande à ses vassaux, un vassal, des vassaux. Donc les premiers vassaux de base, ce sont donc les paysans, qui ont un seigneur, donc un suzerain. Ce seigneur peut lui-même être le vassal d'un autre seigneur, etc. Et on monte comme ça jusqu'en haut de la pyramide, où il y a un seul suzerain qui commande tous les autres vassaux, en dessous.
comment le vassal devient le vassal du suzerain? C'est par une cérémonie qu'on appelle la cérémonie d'hommage. Donc là, vous regardez le document numéro 2. On voit donc le suzerain assis et le vassal qui est à genoux et qui rend hommage, qui lui jure de lui être fidèle, de lui rendre service. Si le suzerain entre en guerre, le vassal est obligé de le suivre en guerre. Et en retour, le suzerain lui offre une terre, un château, un village ou plusieurs villages en fonction de la taille de la seigneurie. Et en dessous, entre les deux, nous voyons un clerc, un homme d'église, qui rédige le texte qui permet d'attester de cette cérémonie d'hommage. Comme ça, en cas de contestation, si le vassal n'obéit pas au suzerain, il y a ce texte qui a bien dit que tel seigneur, tel vassal a rendu hommage à tel autre seigneur plus important que lui. Alors, la taille ne correspond pas à la taille des vraies personnes de cette cérémonie. Plus, au Moyen-Âge, plus on était grand, plus on était important. Voilà. Donc, plus on est petit, moins on est important. C'est pas du tout représentatif des vraies tailles des personnes de l'époque. C'est une question de hiérarchie. Je suis grand parce que je suis important. Je suis petit parce que je ne suis pas important. Voilà, c'est assez important de comprendre ça pour le Moyen-Âge. Voilà, donc là, nous avons donc plutôt travaillé sur la société féodale, sur la cérémonie de l'hommage. Tout ça, c'est très important. Je reviens juste, le vassal, s'il n'obéit pas à son suzerain, s'il ne le suit pas à la guerre, il est on le traite de félon, c'est-à-dire il a trahi, un traître. Voilà, c'est important pour comprendre la suite des événements. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce système pyramidal, donc les vassaux, le suzerain. Et ensuite, plusieurs suzerains peuvent même être les vassaux d'un suzerain encore plus important, etc. La suite, plus tard, quand vous le souhaiterez, pour regarder la prochaine vidéo. Merci.